Bonjour, donc une introduction rapide au container avant le TP de cette semaine. Donc les containers, c'est une technique de virtualisation qu'on appelle légère par opposition aux machines virtuelles. Donc les machines virtuelles que vous connaissez, il y a une infrastructure physique, un PC, du matériel. Au-dessus, on installe ce qu'on appelle un hyperviseur, c'est-à-dire ça peut être VirtualBox ou un autre logiciel qui permet de créer ces fameuses machines virtuelles dans lesquelles on va trouver un système d'exploitation complet et une application. Okay. Donc ça c'est intéressant parce que l'application A est séparée de l'application B, séparée de l'application C, donc chaque machine virtuelle est indépendante des autres et elles se partagent la machine physique. Mais des gens se sont dit c'est quand même assez lourd parce que dans la machine physique j'ai un système d'exploitation et dans le container j'ai un autre système d'exploitation. Donc ça peut être intéressant parce que je peux avoir du Linux ici et du Windows là, ou l'inverse. Mais par contre, si j'ai du Linux ici pour refaire du Linux ici, c'est peut-être faire deux fois la même chose. Et un certain nombre de personnes se sont dit, ben, on pourrait peut-être faire la chose qui nous intéresse, c'est l'application, et donc on va plutôt faire quelque chose de plus simple, dans lequel on isole les applications les unes des autres. Les applications A à F sont isolées, mais elles se partagent un seul noyau qui est le noyau de la machine elle-même. Okay. Donc il va y avoir une restriction qui est que toutes les applications ici doivent être des applications de type Linux si la machine ici est une Linux, ou des applications Windows si la machine ici est une Windows. Okay. Mais un gros avantage, c'est beaucoup plus léger parce que j'ai une seule couche j'ai un seul système d'exploitation ici, au niveau de la machine, qui est partagé par l'ensemble des processus, mais qui sont quand même des processus containerisés, c'est-à-dire ils ne se voient pas les uns les autres. Je les vois depuis la machine physique, je vois A, je vois B, je vois C, je vois D, je vois E, je vois F, mais ils ne se voient pas entre eux. Okay. L'idée des containers, tels que vendus par Docker, on va beaucoup parler de Docker parce que c'est l'outil dominant et c'est ce que j'utiliserai en TP. Hein. L'idée du container, c'est que là, dans la boîte, j'ai mis l'application et tout ce dont elle a besoin pour fonctionner, c'est-à-dire les librairies. Et après, elle utilisera le système d'exploitation, qui doit toujours être le même, hein, qui lui est fourni. Et le gros avantage, c'est qu'une fois que vous êtes sur votre machine de développement, vous avez proposé une nouvelle version du serveur MySQL, du serveur Apache, vous allez le mettre dans le container, et après ça pourra être déployé directement sur l'environnement de production, qui peut être un cluster de machines privées, qui peut être du cloud public, sans avoir besoin de faire des installations spéciales avant que l'application démarre. Okay. Donc les containers, c'est une technique de virtualisation légère dans laquelle il y a un seul noyau qui est partagé entre toutes les applications. Et ces applications, bah, ça peut être une application toute simple comme Apache, où on verra, on peut mettre en fait beaucoup de choses à l'intérieur, beaucoup de processus à l'intérieur. À la fin, ça peut ressembler un peu à une VM. Donc vous manipulerez des containers qu'on appellera des containers Ubuntu, des containers Debian. C'est pas une VM complète comme ici, mais ça y ressemble un petit peu. Okay. Sur quoi ça s'appuie en termes de technologie dans le noyau Linux? Deux choses, les namespaces et les cgroupes. Donc les namespaces, apparu il y a très longtemps, vous voyez, en 2002, mais réellement utile à partir de 2013. Ça limite ce qu'un processus peut voir du système. On va essayer d'être plus explicite juste après. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est natif, c'est-à-dire c'est fourni par le noyau Linux. Même si vous n'avez pas installé Docker sur votre machine Linux, elle est déjà capable de faire des namespaces. Donc rentrons directement dans le vif du sujet. Le namespace, il y en a 6. Le namespace réseau, ça permet d'associer à un processus sa propre pile réseau. Donc le processus ou l'ensemble des processus, par exemple le serveur Apache, il va avoir sa propre interface réseau, sa propre loopback, sa propre ETH0, sa propre table de routage, ses propres connexions, ses propres sockets, ses propres règles de firewall ou de NAT dont il a besoin. Deux autres namespaces, je ne vais pas les détailler tous. Le namespace user, ça permet d'avoir des users qui ne vivent que dans un container donné. Okay. Ils seront visibles de l'extérieur, du noyau de la machine physique. Ici, on les verra, mais à l'intérieur, on recommencera la numérotation des utilisateurs à partir de 1. Et la même chose pour les processus. Les numéros de processus vont recommencer à partir de 1 dans chacun des containers. Okay. Donc voilà, donc les namespaces, ça nous permet de faire un environnement logique pour séparer
les processus. Donc, je vous ai dit, à partir du moment où un processus tourne dans une machine Linux, il est associé à ces namespaces. On peut les voir dans le répertoire qui s'appelle /proc, qui est un répertoire virtuel qui permet d'échanger des informations avec le noyau. Okay. Donc, par exemple, je prends le processus numéro 16. Dans le /proc, il y aura un répertoire qui s'appelle répertoire numéro 16. Dans le répertoire numéro 16, il y aura un sous-répertoire qui s'appelle namespace. Et quand je vais dans ce répertoire, je peux lister ce qu'il y a dedans et je vois marqué net, PID, user, par exemple, dont on a parlé. Donc net, je vais voir qu'il y a un numéro qui est associé. Ça, c'est le numéro du namespace réseau dans lequel est le processus numéro 16. La même chose pour le numéro de processus. Donc, tous les processus du système Linux qui ont comme numéro de réseau ce numéro de réseau, ils voient la même interface réseau. PID, ils ont le même système de numérotation. Donc le premier processus, il aura le numéro 1, le deuxième numéro 2, etc. etc. Et là, on voit qu'il y a un processus qui a le numéro 16 dans la machine physique, mais il aura peut-être le numéro 1 à l'intérieur du container. Okay. Deuxième, donc là, les namespaces, c'est intéressant. Ça m'a permis de définir l'environnement logique du processus. Maintenant, il y a l'environnement qu'on pourrait appeler physique du processus, c'est-à-dire mon conteneur 1, ici, je vais peut-être lui donner que 1 giga de RAM et accès à une seule CPU. Le conteneur numéro 2, il fait beaucoup de calculs, je lui donne accès à 5 CPU, etc. Donc, je veux contrôler quel processus, quel container a accès à telle ressource physique. Et ça, sans rentrer dans les détails, ça se fait avec ce qu'on appelle les control groups dans le noyau Linux, apparu en 2008, donc un peu plus récent que les namespaces. Et voilà, ça permet de faire exactement ce que je vous disais. Je prends un container, on n'a pas vraiment encore défini ce que c'est un container, mais ça va venir juste après. Et je lui donne accès à une CPU et accès à 1 gigaoctet de RAM. Donc les namespaces, ça vous fait la séparation logique, les 6 groupes, la séparation physique. Okay. Alors Docker maintenant. Docker va utiliser cette fonctionnalité des noyaux Linux. Il utilise les 6 namespaces, les 6 groupes, et construit ce qu'on appelle des containers. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, un processus qui est séparé de tous les autres suivant les 6 dimensions des 6 namespaces et qui a sa propre stack réseau, ses propres numéros d'utilisateurs, ses propres numéros de processus. Et Docker, c'est aussi un service qui va tourner dans votre machine et qui va gérer les containers. Okay, un peu à la façon de VirtualBox. Donc les bases, vous allez faire des choses comme ça en TP. Docker run Debian bin echo salut. Qu'est-ce que ça fait? Ça dit à Docker, tu démarres run un container à partir de l'image, un container Debian. Okay. On verra que c'est une image à partir de laquelle on fait ça. Dans le container Debian, tu démarres un processus qui s'appelle bin echo et tu lui donnes comme paramètre salut. Bon, qu'est-ce que ça fait? Ça démarre ça écrit salut à l'écran et puis on verra, ça disparaît. Un petit peu plus complexe, docker run -it debian bin bash, là ça démarre un processus bin bash. Et là on s'aperçoit que on voit marqué root at un certain numéro, là Docker a créé un container, donc le nom, comme on ne lui a pas donné de nom, il a choisi le nom lui-même, un nom très poétique, là 2C666, etc. Et là-dedans, je suis maintenant dans ce processus, dans ce container, et je peux exécuter des commandes comme on en a l'habitude, parce que c'est un peu près l'équivalent d'une machine Debian. Je peux faire du ls, je peux faire du ps, du ifconfig si j'ai installé les bons paquets, etc. etc. Okay. Là, la commande docker exec, on s'en moque pour aujourd'hui. Les containers, je suis dans une machine, donc je suis dans la machine, ce que j'appelle la machine, c'est la machine physique. Je suis dans la machine physique, là, comme ici. Donc là, je suis là, dans la machine physique, et là, je peux lister tous les containers qui tournent. C'est ce que je fais ici, avec la commande docker ps. Donc là, docker ps me dit, il y a un processus qui tourne, il a ce numéro-là, c'est celui de tout à l'heure, là, ici, je pense, 783, oui, c'est lui. Il a été créé à partir de l'image Debian, on va voir rapidement ce qu'est une image, et il exécute le processus bin bash. Il a été créé il y a 44 secondes. Okay. Je peux faire un docker top. Alors là, happy meter, mais bon, j'aurais pu mettre ce numéro-là. Docker top, ça va nous permettre de voir qu'est-ce qui tourne dans le container. Donc docker top, le nom du container, vous allez voir les processus qui s'exécutent à l'intérieur. Et vous pouvez les voir parce que tout le monde se partage le même noyau. Donc si je fais mon docker top depuis ici, je peux voir ce qu'il y a là-dedans, etc., etc.
Eux, ils ne peuvent pas se voir, mais moi, je peux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc Dockertop, c'est pratique, ça permet de suivre ce qui se passe dans chacun des noyaux. Dans chacun des containers. Pardon. Ok, cycle de vie rapide d'un container, on le démarre. On peut l'arrêter et le redémarrer éventuellement après, et on peut le détruire. Okay, donc, tout simple, docker run -it ubuntu bin bash, je démarre un container, je suis dans le container, qu'est-ce que je fais? Je tape exit, hop, genre, là on voit bien que je suis dans le container, hein. Là j'étais dans Debian, là je suis dans le container 825, j'en sors. Si j'en sors, je fais un docker ps, je vois rien, je vois plus le container. Là je fais un docker ps-1, je vois mon container, mais je vois que j'en suis sorti il y a 10 secondes. Qu'est-ce que me dit cette commande? Ah, là il y a un problème de passage à la ligne. Je vais vous le faire en live, corriger le petit problème. Ne craquez pas, ne regardez pas ce qui se passe. Ça va se faire tout seul. Pif pouf paf. Où est-ce qu'il est planqué? Je ne le trouve pas. Ah, petit problème de passage à la ligne quelque part. Ouais, il est là. Voilà, je recompile. Voilà, donc là, je ne vois pas le processus. Pourquoi? Bah parce qu'il y a une règle qui est qu'un processus ne reste actif que tant qu'il y a un container ne reste actif tant qu'il y a un processus qui vit dedans. S'il n'y a plus rien qui tourne, là j'ai fait un exit, bah le processus passe en mode, alors il n'est pas tué, il est en mode, il est désactivé, il est arrêté, un peu comme quand vous faites un arrêt sur une VM, c'est exactement la même chose. Donc là, docker ps, ça liste les processus actifs, je ne vois pas mon processus de tout à l'heure. Docker ps-a, là je vois tous les processus, les endormis comme les autres. Bah là, X, le processus du numéro 825, donc le container 825 est toujours là. Et là je peux faire un docker rm, là je vais le tuer. Okay, donc le cycle de vie, c'est je démarre le container, tant qu'il y a un processus actif, il vit. Quand il n'y en a plus, il s'arrête. Voilà. Dernier point important, les images. Donc c'est aussi la force des containers, c'est qu'on ne va pas créer les containers tout seul. Enfin, c'est la force de Docker, on ne va pas créer les containers tout seul, on va les faire à partir d'images préexistantes, okay, que l'on peut télécharger depuis le Docker Hub, vous le ferez en TP, ça se fait tout simplement en ligne de commande. Donc là, par exemple, dans ma machine, tout simplement, je fais un Docker image, ça me permet de lister les containers, les images existantes. Donc par exemple, j'ai une image Ubuntu, qui a été téléchargé il y a 2 jours et qui a comme taille 64 mégaoctets. On voit que c'est beaucoup plus petit qu'une VM. Hein. Si vous installez une VM toute simple, une machine virtuelle toute simple, sans interface graphique, vous allez avoir tout de suite quelque chose qui fait 300-500 mégaoctets. Si vous installez en plus une interface graphique, là vous passez au giga. Hein, mais bon, sans interface graphique, allez, on est à 300-500 mégaoctets. Là, on n'est qu'à 60. Deuxième image qui existe, la Hello World, taille 1,84 kilooctets, on verra que c'est juste l'équivalent de coucou, printf coucou dans Docker. Voilà, donc je vais tenter d'arrêter le processus. Ok,